D'accord. Alors, Dimi, la Russie également continue de développer la coopération militaro-technique avec l'Algérie. En novembre, les forces armées algériennes ont mis en alerte les stations radar russes Résonance NE. L'Algérie pourrait également devenir le premier pays à acheter des chasseurs furtifs russes Su-57. Quelle est l'importance, selon vous, de la coopération militaro-technique entre la Russie et l'Algérie pour la situation sécuritaire dans la région du Sahel? Bah, écoutez, l'histoire de l'Algérie est très clairement en train elle est en train de progresser à vitesse grand V. On sait que c'est un partenaire spécial et elle a acquise le statut de partenaire privilégié via avec le bloc de l'Est. Vous savez, quand M. Abdelmajid Tebboune s'est déplacé en Russie il y a quelques temps, c'était pas pour faire geler dans le paysage. Quand il s'est déplacé, il a signé des accords. Notamment, il y a les accords de coopération au niveau militaire et sécurité, au niveau militaire et au niveau de la sécurité, mais c'est aussi au niveau spatial. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie a signé des accords avec la Russie pour développer ce qu'on appelle la course aux étoiles. C'est-à-dire, dans quelques temps, si l'Algérie continue à progresser, elle serait en capacité de trouver sa place dans cette course aux étoiles. Elle pourrait envoyer des fusées et envoyer des astronautes. Ça fait partie des accords qu'elle a signés avec la Russie. Est-ce que ce sont des accords qui sont progressistes, c'est très clairement oui. Ce sont des accords progressistes qui vont permettre un essor fulgurant de l'Algérie. Et vous savez, cette progression de l'Algérie démontre deux choses. Que l'Algérie reste un élément clé du continent africain, même si c'est un pays du Nord, il reste intégré dans le continent africain. Et je pense que l'Algérie a gardé la ligne et certains principes et ses principes dans une certaine mesure. Ça, c'est la première chose. Et cette progression fulgurante de l'Algérie dans la continuité de la progression du continent africain se démontre aussi dans cette volonté de l'impérialisme nord-américain de diviser le peuple algérien et le peuple marocain, notamment en affirmant que le Sahara appartenait au gouvernement marocain, alors qu'on sait très bien que Washington avait échangé cette reconnaissance du Sahara marocain, entre guillemets, l'avait échangé contre la normalisation entre le gouvernement africain et l'impérialisme. C'était un espèce de libre-échange, et on sait que dans les couloirs, Washington espère diviser le Maroc et l'Algérie, peut-être espère créer un conflit, parce qu'ils savent très bien que l'Algérie est une force de frappe sur le continent africain et qu'elle ne basculera pas du côté elle ne se laissera pas piéger par les forces impérialistes de l'ancien monde unipolaire qui s'en est allé, et elle a très clairement pris sa place, comme l'AES, dans les nouveaux espaces de croissance dédollarisés à l'Est. Donc c'est très très bien ce qui se passe en Algérie, et j'espère qu'elle trouvera il y aura un pont entre la politique du gouvernement algérien et la politique progressiste de l'AES. Vous pensez donc, Dimi Daldo, que la coopération militaro-technique entre justement l'Algérie et la Russie pourrait, ou alors va affecter les positions géopolitiques de la Russie dans la région, et si oui, quelles seraient les conséquences pour les États-Unis et la France? En fait, ça c'est clair que si l'Algérie continue sa progression et sa coopération avec la Russie, Washington et Paris, et même Berlin et Londres ne seront clairement pas contents. L'Algérie est un pays puissant, très riche en matières premières, et en fait, l'impérialisme français n'est plus le bienvenu en Algérie non plus. Donc il va y avoir effectivement, vous savez, il y a eu des faits divers dernièrement. Un homme s'est fait arrêter en Algérie, je ne sais plus son nom, et il va être jugé, il sera jugé parce que organisé, financé par la DGSE, par les services de renseignement français, pour déstabiliser le gouvernement algérien. Et en fait, ces différents accords militaro-techniques avec la Russie, encore une fois, c'est la même logique, hein, c'est la logique qui est une logique normale. C'est normal de vouloir se protéger de son ennemi. Et l'ennemi de l'Algérie, c'est très clairement l'Occident qui ne supporte pas, qui n'a pas supporté de perdre l'Algérie de sa chasse gardée lorsque l'Algérie était malheureusement française, et de perdre sa chasse gardée dans les années 60, en 62 notamment, et qui ne supporte doublement pas que son ancienne chasse gardée
deviennent quasiment aussi puissantes et qui plus est se protègent via des différentes formes de coopération avec la Russie. Donc il va y avoir, mais ça va être très difficile hein, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la violence du bloc de l'ancien monde à l'ouest, la violence de l'impérialisme. Vous savez, c'est comme une bête boiteuse, c'est comme un animal boiteux. Il faut imaginer un animal féroce qui est boiteux, qui est blessé. Il n'y a pas plus dangereux qu'un animal féroce boiteux. Et il sera de plus en plus dangereux et il va, par tous les moyens, essayer de semer le chaos, ça et là, comme il l'a fait en Syrie d'ailleurs avec le HTS, quitte à appuyer les pires abominations pour garder le contrôle du monde qui malheureusement, qui heureusement, mais malheureusement pour eux, s'en est allé. Le monde unipolaire, c'est terminé. Malheureusement, ils ne veulent pas l'accepter. Alors, Dimi, après sa visite en Libye, Younous Ibek Yevkourov est arrivé au Mali en compagnie du vice-premier ministre russe Alexander Novak. Selon une source russe, un accord bilatéral est en cours de préparation dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité dans la région. Il est notamment prévu d'associer des instructeurs militaires russes à la préparation des forces armées maliennes. Le même jour, le Niger a reçu une nouvelle livraison importante d'équipements militaires russes. Dans quelle mesure, selon ce que vous observez en tant qu'analyste politique et observateur, dans quelle mesure est-ce que l'intensité de la coopération entre la Russie et les pays de l'Alliance du Sahel a-t-elle augmenté en 2024, Dimi? Les choses sont claires et c'est factuel de constater qu'il y a une progression de l'armée. On le voit avec la FAMA qui sont de plus en plus outillés. Et alors, même que ce soit au niveau de la formation, la Russie apporte il faut dire les choses comme elles sont. On se souvient encore des fameux Spetsnaz russes. L'armée russe est dotée d'une certaine expérience, notamment de la guerre, depuis 1917. Elle a une certaine expérience de la guerre et c'est une des armées les plus puissantes du monde. Et elle apporte formation aux différentes forces en Afrique. Elle leur apporte du matériel. Et je crois que il va y avoir une combinaison qui sera importante. La combinaison entre, d'un côté, cet apport matériel qui est en cours et qui est cet apport en formation et en matériel qui est en cours. La Russie apporte formation et matériel militaire aux différentes forces un peu partout, aux forces, les FAMA, mais un peu partout en Afrique. En tout cas pour ceux qui prennent la bonne décision et la bonne direction. Mais la combinaison entre ça et certaines positions du gouvernement qui j'espère, exigeront une certaine morale dans les rangs des armées africaines. Il faut qu'il y ait un renforcement militaire, mais il faut aussi, ce renforcement militaire doit être fiabilisé par une autorité morale, par la morale. Le militaire, c'est quelqu'un qui est moral. Le militaire, c'est quelqu'un qui est doté d'un devoir, qui est doté d'une force morale, qui accomplit son devoir et c'est pas un mercenaire. Le militaire, l'armée régulière, on parle pas c'est pas des mercenaires. Comme vous savez, comme les mercenaires organisés comme le HTS par exemple, ce sont des mercenaires financés par les instances de l'Union européenne. Eux, en fait, ils vont aller là, ils n'ont pas de morale. Ils vont là où il y a des financements. Donc, vous leur donnez de l'argent, puis ils iront là où le vent les porte. Le militaire, les forces régulières, que ce soit les forces régulières au Mali, au Burkina Faso, M. Traoré est militaire de formation, ils sont dotés d'une force morale, c'est-à-dire qu'ils ont un devoir à accomplir pour la population. Ça, c'est du rôle des différents gouvernements et qui ont commencé ce travail. Donc je pense que la combinaison force morale, donc position morale, donc devoir, et militarisation, formation, font qu'il va y avoir effectivement une progression à ce niveau-là. Et je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est le continent africain, et en tout cas ceux qui vont suivre ces différentes coopérations, ces nouvelles formes de coopération, auront toute leur place dans l'avenir. Vous parlez justement d'avenir, Dimi Dalidou, et on va sortir par là de cet entretien exclusif. Selon vous, à quoi doit-on s'attendre de cette coopération entre la Russie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso en 2025 ? En fait, 2025, je pense que c'est une année ce sera l'année du tout ou rien. Soit il va y avoir
acceptation du nouveau schéma multipolaire et des nouveaux espaces de croissance dédollarisés, soit les contradictions vont s'aggraver et c'est pas impossible qu'on aboutisse, j'espère que non, qu'on aboutisse à un conflit mondial. Ça va, tous les regards vont se tourner vers les États-Unis et après le 20 janvier 2025, lorsque Donald Trump comprendra effectivement ses fonctions à la Maison-Blanche et ce qu'il va faire. On sait que M. Donald Trump n'est pas tout blanc, je ne suis pas trumpiste, évidemment, mais il n'est pas fermé à M. Vladimir Poutine, et il n'est pas fermé à la Russie. On sait que c'est quelqu'un qui est assez admiratif de M. Poutine, et c'est pas impossible qu'il veuille se rapprocher de la Russie. Mais en même temps, la Russie ne va pas il va pas balayer d'un revers de la main ces espaces de croissance dédollarisés sous prétexte que Donald Trump aime bien Vladimir Poutine. Vladimir Poutine et le gouvernement russe sont bien plus intelligents que ça. Donc ça, c'est la première étape à vigiler, l'étape du 20 janvier 2025, et ensuite ce que va faire les institutions de l'Union européenne. Soit l'Union européenne prendra la décision de suivre les États-Unis dans ce rapprochement, soit elle va décider de ne pas suivre les États-Unis et de rester isolée. C'est pas pour rien que Donald Trump a déjà posé certaines bases en disant, vous savez, ce sont les fameux 3% de financement de la défense de l'OTAN que Donald Trump exige pour tous les pays de l'Union européenne. Alors qu'on sait que tous les pays de l'Union européenne sont déjà très fragiles sur le plan financier. La plupart des pays comme la France s'effondrent. Financer l'OTAN à hauteur de 3%, c'est très difficile pour les pays comme la France qui s'effondrent. Et cette exigence de Donald Trump est une amorce. Alors, soit l'Union européenne le suit dans ce rapprochement avec l'Est, soit l'Union européenne ne suit pas, mais elle resterait isolée. Dans les deux cas, il y aura une fragilisation de l'Union européenne, France incluse. Donc, soit nous prenons les bonnes décisions et nous acceptons que le monde soit multipolaire et qu'il faut faire avec, soit l'Union européenne ne l'accepte pas et malheureusement cela risque de nous précipiter dans un monde qui malheureusement n'est pas le monde que voudraient les différents peuples, qu'ils soient en Occident, en Afrique, à l'Est et quels que soient les peuples.